Saviez-vous qu'en 1820, près de 43% des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans et que, tenez-vous bien, 80% de la population mondiale vivait dans une pauvreté extrême en frôlant souvent la famine. Ouais, c'est un chiffre qui donne le vertige, clairement. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, alors que ces chiffres ont été littéralement pulvérisés par nos avancées médicales, près de 90% des gens pensent profondément que le monde va de mal en pire. C'est un décalage cognitif absolument saisissant, tu vois. Si on s'en tient juste aux données froides, on a une humanité qui n'a jamais été aussi florissante. Mais notre perception intime, elle sonne l'alarme en permanence. Exactement. Et c'est un paradoxe qui mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Alors bienvenue à tous sur le Murmure Digital, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer les sources, les statistiques et les biais psychologiques qui prouvent que le syndrome du c'était mieux avant, c'est pas juste une illusion, c'est un mécanisme hyper complexe. Absolument. Et pour cette exploration en profondeur, nos sources vont nous faire voyager des années 80 avec leur blog nostalgique jusqu'aux chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, en passant bien sûr par les données des Nations Unies. On va essayer de résoudre ce paradoxe ensemble. Ouais, on va chercher à comprendre pourquoi notre époque, qui est objectivement la plus chanceuse de l'histoire humaine, produit des individus aussi anxieux et insatisfaits, quoi. C'est une vraie autopsie de la nostalgie qu'on va faire. On va devoir confronter nos souvenirs un peu embellis à la réalité historique, analyser les failles de nos outils de mesure du progrès et se demander si, au fond, notre cerveau est conçu pour supporter le monde moderne. Et juste avant d'entamer cette grande analyse, je vous invite chaleureusement, vous tous qui nous écoutez, à vous abonner à la chaîne YouTube Le Murmure Digital. Pensez bien à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos futures explorations. Et si ce genre d'analyse en profondeur vous plaît, laissez-nous un j'aime, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Bon, alors commençons par la racine du problème, cette fameuse nostalgie collective. Nos sources incluent des témoignages hyper intéressants, notamment tirés des blogs de Sandrine et d'Argoul, qui documentent vraiment cet engouement massif pour les années 70 et 80. Ok, décortiquons tout ça. Parce que sur ces blogs, on lit une vraie ferveur, tu vois. Sandrine dit que ses articles sur les années 80, ils battent tous les records de clics. Ouais, totalement. Les gens se remémorent la musique disco, une sorte d'insouciance palpable, le fait que les enfants jouaient dehors jusque la nuit est tombée, et surtout l'absence de cette hyper-connexion permanente qui nous épuise tous aujourd'hui. Je comprends tout à fait cet attrait, on va pas se mentir. Moi aussi, j'ai parfois cette nostalgie. Mais en lisant ces mêmes blogs, on se rend compte que cette nostalgie, c'est comme un filtre Instagram qui effacerait toutes les maladies mortelles et le labeur de l'époque. Ce qui est fascinant ici, c'est d'opposer cette nostalgie aux faits bien réels mentionnés dans ces mêmes blogs. Par exemple, l'absence de droits pour les femmes. Il n'y a pas si longtemps, une femme ne pouvait même pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Ah oui, c'est vrai, on oublie complètement ça. Oui, interdiction de voter à une certaine époque, impossibilité de divorcer librement. Les droits qui nous semblent évidents aujourd'hui sont des conquêtes hyper récentes. Le vernis cool de la musique des années 80 cache une rigidité sociale qui était super lourde. Et ça s'arrête pas aux droits civiques. Si on regarde le quotidien matériel décrit par Argoul, franchement, ça coupe court à toute envie de voyager dans le temps. La technologie rudimentaire, quoi. Mais grave. Il parle d'un téléphone en bakélite au fond du couloir, souvent partagé. Une télé avec 3 malheureuses chaînes qui s'arrêtaient la nuit. Mais le pire, c'est l'hygiène. Sandrine décrit une hygiène tellement sommaire. Se laver, ça voulait dire faire chauffer de l'eau sur le gaz pour remplir un baquet en zinc au beau milieu de la cuisine, genre une fois par semaine. Exactement. Et n'oublions pas la corvée du linge. On parle de femmes qui passaient des journées entières agenouillées dans le froid, à la rivière ou au lavoir. Ouais, à frotter des kilos de linge détrempé. C'est ça brisait le dos. Et la conséquence de ce labeur domestique, c'est qu'on portait les mêmes vêtements toute la semaine, la belle robe ou le beau costume, c'était que pour le dimanche. C'est dingue quand on y pense. Notre cerveau, pour pas saturer, il supprime purement et simplement les souvenirs de cette douleur et de ces corvées, pour ne sauvegarder que les meilleurs moments. C'est un algorithme de compression neurologique parfait. On garde que la compilation des plus grands succès de notre jeunesse. Donc, puisque le passé récent n'était finalement pas si rose et qu'on ne peut pas se fier à notre ressenti collectif, comment on fait pour mesurer le progrès réel? Parce que longtemps, on se basait juste sur le PIB, l'argent du pays, mais bon, c'est absurde. Totalement absurde, ouais. C'est pour ça qu'en 1990, l'économiste Mahboub Ul Haq a créé l'indice de développement humain, le fameux IDH pour les Nations Unies. Ah oui, l'IDH, on en entend souvent parler. Voilà.
Et pour le créer, il s'est basé sur les travaux d'Amartya Sen, un prix Nobel, et particulièrement sur son concept des capabilités. Sen disait que la richesse d'un pays ne vaut rien si elle n'améliore pas ce qu'un individu est capable de faire concrètement. Attends, une capacité, ça a l'air un peu abstrait comme ça. Comment on mesure mathématiquement une capacité pour un classement mondial? Alors, prends l'exemple d'un vélo, tu vas tout de suite comprendre. Si un gouvernement distribue des vélos, ça augmente la richesse matérielle. Mais si le citoyen a un handicap physique, ou s'il n'y a pas de route, ou pire, si les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo dans ce pays... Ah, d'accord. Le vélo ne sert à rien. Exactement. Il ne crée aucune capacité réelle de se déplacer. Donc, l'IDH essaie de capturer ça avec 3 critères très concrets. L'espérance de vie, le niveau d'éducation et le revenu par habitant. D'ailleurs, le top 3 actuel, c'est l'Islande, la Norvège et la Suisse. Ok, c'est beaucoup plus complet qu'un simple compte en banque. Et quand on regarde les données historiques avec ces métriques, c'est là que les chiffres de Steven Pinker ou de Max Roser deviennent hallucinants. Ah oui, la progression de l'alphabétisation, c'est fou. Mais c'est un truc de dingue. Roser montre qu'en 1820, seulement 10% de la population mondiale savait lire. 10%. Aujourd'hui, on est à 87%. L'espérance de vie a littéralement explosé. Tout ça grâce à l'ère des Lumières, la science, la raison. C'est vrai. Les idéaux humanistes ont transformé notre condition. Il y a une image forte de Roser qui m'a marqué dans les sources. Il dit que si les journaux disaient la vérité statistique, au lieu de parler que des trains qui arrivent en retard, le gros titre quotidien depuis 1990, ça devrait être « Hier, 130 000 personnes sont sorties de l'extrême pauvreté ». C'est fou d'imaginer lire ça tous les matins, ça changerait notre vision du monde. Mais du coup, je me fais l'avocat du diable. Si l'IDH est si parfait et montre que tout va bien, pourquoi des économistes très sérieux, comme Wolf, Chang et Hofhammer, le critiquent aussi violemment? En fait, parce qu'il n'est pas parfait du tout. Vouloir résumer la complexité d'un pays avec un seul chiffre, c'est dangereux. Ces économistes ont pointé des erreurs de données massives. Jusqu'à 34% des pays pourraient être mal classés par l'ONU. Attends, un tiers des pays du monde mal classés? Mais comment c'est possible? C'est à cause de ce qu'ils appellent des seuils arbitraires. L'ONU divise le monde en tranches, développement moyen, élevé, etc. Si la ligne est à 0,700, un pays à 0,699 passe dans la catégorie en dessous, avec de potentielles conséquences sur l'aide internationale, alors que la vie est identique à celui juste au-dessus. Ah ouais, c'est hyper rigide, quoi. Et surtout, l'IDH classique cache les inégalités. Si t'as une élite qui capte toute la richesse, ta moyenne est bonne, mais le peuple souffre. Sans parler de la pression écologique qui n'était pas prise en compte. Bien que, aujourd'hui, l'ONU a créé des IDH ajustés pour ça. Ok, d'accord. Mais même avec ces défauts statistiques, la tendance globale reste que ça monte. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si toutes ces courbes montent, pourquoi les Français et le monde entier, en fait, râlent-ils autant? C'est là qu'intervient le fameux Progress Paradox, ou le paradoxe du progrès théorisé par Greg Easterbrook. Il explique des concepts psychologiques fascinants. Le premier, c'est l'anxiété de l'effondrement, la collapse anxiety. L'anxiété de l'effondrement, c'est quoi au juste? Pendant presque toute notre histoire, la famine ou la mort violente, c'était des réalités quotidiennes. Aujourd'hui, on a un tel confort matériel que notre cerveau fait un bug. On a tellement à perdre qu'on vit dans la peur sourde que tout s'écroule du jour au lendemain. C'est comme un syndrome de l'imposteur civilisationnel, quoi. On regarde notre frigo plein et on se dit « c'est pas possible, l'addition va arriver ». Exactement. Easterbrook parle aussi de la révolution des attentes satisfaites. En gros, en Occident, nos besoins de base sont couverts. Les prochaines innovations vont juste ajouter un écran plus grand dans le salon. Ça nous sauve plus la vie, donc ça nous lasse vite. Ouais, on est blasé. Et surtout, il y a la pénalité du choix. Et ça, c'est particulièrement lourd pour les femmes aujourd'hui. La pénalité du choix, c'est-à-dire que le fait d'être libre, ça nous rend malheureux. En quelque sorte, oui. La liberté de choix engendre une pression immense. Avant, si ta vie était compliquée, tu pouvais blâmer la rigidité sociale. Aujourd'hui, on a une multitude d'options. Donc si on échoue, la culpabilité est totalement personnelle. L'échec devient de ta faute. Je vois. On a enlevé le carcan social, mais on l'a remplacé par une pression mentale énorme. Et Max Roser ajoute que les médias jouent un rôle clé là-dedans. Ils se concentrent sur l'événementiel négatif, genre un crash d'avion, parce que c'est visuel et soudain. Ouais, alors que l'alphabétisation qui progresse de 1% par an, c'est lent, ça fait pas une bonne image pour le journal télévisé. Et ça me fait penser à une analogie. C'est comme si notre cerveau était un radar mal calibré. On a tous un smartphone dans la poche, avec le savoir universel accessible en un clic. Et qu'est-ce qu'on en fait? Du doom scrolling. Exactement.
Du doom scrolling. On fait défiler les pires nouvelles du monde. La guerre, les scandales, les faits divers. On s'auto-intoxique. Mais si notre radar est mal calibré pour le monde moderne, c'est parce qu'il a été programmé pour un autre environnement. Ah ouais. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on écoute l'anthropologue Jared Diamond, on comprend pourquoi on est si malheureux. Il a une théorie assez choquante. Oui, il affirme sans détour que l'invention de l'agriculture, il y a 10 000 ans, a été la pire erreur de l'histoire de l'humanité. La pire erreur? Mais attends, à l'école, on nous apprend que l'agriculture, c'est le début de la civilisation. C'est le moment où on a arrêté d'avoir faim. Eh bien, les données paléopathologiques sur les squelettes anciens disent tout l'inverse. Quand on compare les chasseurs-cueilleurs d'avant l'agriculture avec les premiers agriculteurs, c'est le jour et la nuit. Déjà, il y a la taille. La taille des gens a changé. Énormément. Les hommes chasseurs-cueilleurs faisaient environ 1,75 m en moyenne. Après l'adoption de l'agriculture, la taille moyenne a chuté à 1,60 m. Ils ont perdu 15 centimètres? Mais pourquoi? À cause de la malnutrition. Les chasseurs-cueilleurs mangeaient des dizaines de plantes et de viandes différentes. Les agriculteurs sont passés à la monoculture, du blé, du maïs. C'est des calories faciles, mais très pauvres en nutriments. Les squelettes montrent une augmentation de 50% de la malnutrition, de l'anémie, des problèmes dentaires. Ah ouais, d'accord. Donc la qualité de vie a complètement chuté. Et c'est pas tout. L'agriculture implique la sédentarisation. Au lieu de bouger et de laisser ses déchets derrière soi, on s'entasse dans des villages, au milieu de ses excréments et avec les animaux d'élevage. L'origine des épidémies. Exactement. La tuberculose, la peste, tout ça, ce sont des maladies qui n'auraient pas pu se propager dans des petits groupes nomades. Il a fallu la concentration humaine pour que ça devienne des fléaux. Sans parler du despotisme. L'agriculture crée des surplus qu'on stocke. Et qui dit surplus dit élite, roi et soldats pour protéger le grain. Donc, apparition des inégalités de classe, et j'ai lu dans les sources que ça a aussi été un désastre pour les inégalités sexuelles. Chez les chasseurs-cueilleurs, les grossesses étaient espacées d'environ 4 ans, parce qu'il fallait porter l'enfant pour se déplacer. Avec l'agriculture, c'est passé à une grossesse tous les 2 ans pour faire de la main-d'œuvre. Oui, les femmes sont devenues littéralement des machines à produire des bras pour les champs. C'est fou. Mais je t'arrête 2 secondes. L'agriculture, d'accord, ça a amené des maladies et des rois tyranniques. Mais ça nous a pas libéré du temps pour créer l'art, la culture et bâtir des civilisations. C'est le grand mythe, mais les données prouvent le contraire. Si on étudie les Bushmen du Kalahari aujourd'hui, qui sont des chasseurs-cueilleurs, ils ne travaillent que 12 à 19 heures par semaine pour trouver de la nourriture. Attends, 19 heures maximum? C'est un mi-temps, ça. Oui, le reste du temps, ils discutent, dorment, s'occupent des enfants. Compare ça aux paysans de l'histoire qui travaillent de l'aube au crépuscule pour récolter le blé. Ouais, vu comme ça. Et pour l'art, les grottes de Lascaux, par exemple, qui sont des véritables chefs-d'œuvre, elles ont été peintes par des chasseurs-cueilleurs il y a 15 000 ans, bien avant la première graine semée. Bon, alors, si je résume le voyage qu'on vient de faire, le progrès, c'est vraiment pas une ligne droite. On était de grands chasseurs-cueilleurs en bonne santé, travaillant peu. L'agriculture arrive et c'est un recul immense pour l'individu. On devient petit, malade et asservi. C'est ça. Mais, et c'est là le plot twist, cette agriculture a permis une énorme densité de population. Et c'est cette densité qui, des millénaires plus tard, a fait naître les Lumières, la science et les scores d'IDH incroyables qu'on a aujourd'hui. On a sacrifié l'individu pendant 10 000 ans pour faire exploser notre espèce. Cela soulève une question importante pour notre conclusion. Si on a vécu tout ça, ça explique pourquoi on râle tout le temps aujourd'hui. Notre insatisfaction, ce paradoxe du progrès, ce n'est pas un bug de notre époque. C'est une fonctionnalité évolutive de survie héritée de nos ancêtres. Attends. Tu veux dire que notre cerveau est programmé pour râler? Exactement. Imagine 2 chasseurs-cueilleurs. L'un est hyper optimiste. Il pense que tout va bien se passer, que les baies seront toujours là. L'autre est un pessimiste anxieux, toujours en train de s'inquiéter de la prochaine sécheresse. À ton avis, lequel survit et transmet ses gènes? Le paranoïaque qui a fait des réserves, forcément. Voilà. Nous sommes les descendants de ces râleurs anxieux. Et paradoxalement, c'est précisément ce pessimisme, cette envie de voir ce qui cloche pour l'améliorer, qui nous a poussés à inventer les vaccins et à combattre la misère. C'est un truc de dingue. Notre malheur psychologique est le moteur de notre progrès matériel. Mais alors, ça me laisse avec une pensée un peu provocatrice pour la fin. Si notre cerveau est une machine conçue pour traquer l'imperfection, que va-t-il se passer avec l'intelligence artificielle avancée? Si l'IA résout nos problèmes logistiques et médicaux, on n'aura plus de vrais problèmes de survie. C'est la grande question,
Est-ce qu'on sera enfin heureux ou est-ce que notre cerveau anxieux va s'inventer des problèmes virtuels pour justifier son existence? Franchement, ça donne le vertige. Et ça vous laisse de quoi méditer. En tout cas, un immense merci à tous de nous avoir suivis dans cette analyse complexe aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Explorer les sources avec vous sur le murmure digital, c'est toujours un vrai plaisir. N'oubliez pas, le progrès a besoin de notre pessimisme. Mais notre santé mentale, elle, a besoin qu'on regarde les statistiques de temps en temps. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine exploration passionnante. Salut tout le monde!